bien, bonjour à toutes et à tous. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la présentation du chapitre 4, Qu'est-ce que le minage, qui sera présenté au meet-up du 10 janvier 2024 dans le cadre des meet-ups de Bitcoin Lille. Cette présentation, la retransmission YouTube sera disponible avec un QR code sur cette première page au niveau du PowerPoint et tous les documents seront sourcés, donc n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Alors, la présentation aujourd'hui va se dérouler en, on va dire, 4 points. Dans un premier temps, on va commencer à discuter de ce qu'est la preuve de travail, puis ensuite on parlera spécifiquement du minage de Bitcoin. On enchaînera ensuite sur l'histoire et l'évolution du minage de 2009 à nos jours, puis on viendra spécifier justement quels sont les points importants du minage d'aujourd'hui. Et enfin, lors du meet-up, on aura un collègue de Bitcoin Lille qui présentera l'écologie, un enjeu majeur pour le futur, mais dans le cadre de cette présentation vidéo, ce point-là ne sera pas développé, et en l'occurrence, ce point-là sera développé dans une prochaine vidéo qui viendra un petit peu plus tard dans l'année. Alors on va commencer d'abord avec l'introduction à la preuve de travail, qui est vraiment un concept absolument essentiel dans Bitcoin et dans le minage, et donc on va justement prendre le temps d'en discuter un petit peu. On va repartir du coup d'une base qui a été travaillée dans le chapitre 2, comprendre les transactions, et on a en l'occurrence nos trois groupes. Les utilisateurs, qui utilisent le réseau pour envoyer des transactions et recevoir du Bitcoin, les validateurs, qui vont vérifier que les transactions conviennent, et les mineurs, qui eux, de leur côté, vont finalement sécuriser le réseau et créer petit à petit des blocs. Alors le fonctionnement est simple, l'utilisateur va envoyer du coup une transaction, par exemple Alice va envoyer un Bitcoin à Bob, pour ça elle va réaliser cette transaction par le biais d'un portefeuille. Cette transaction va être envoyée sur un réseau de nœuds, donc de validateurs, qui vont vérifier deux choses. Premièrement, que la transaction Alice, elle a bien ce Bitcoin en question dans son portefeuille, et elle a bien cette propriété de un Bitcoin, et deuxièmement, que Alice n'essaye pas de dépenser à deux reprises en effectuant une double dépense de ce même Bitcoin. Et si effectivement cette transaction, elle convient à ces deux conditions, alors la transaction est considérée comme valide, et elle part dans ce qu'on appelle la mempool, la memory pool, qui est en fait tout simplement un espace partagé par tous les validateurs, donc par tous les nœuds du système, qui du coup regroupe toutes les transactions qui sont valides. Et derrière, on va avoir les mineurs qui vont aller piocher à l'intérieur de cette memory pool, va aller piocher du coup les transactions qui les intéressent, c'est-à-dire celles qui vont leur apporter le plus, on va dire, et vont construire un bloc. Lorsque le bloc sera créé, ils vont envoyer ce bloc aux validateurs qui vont vérifier qu'effectivement le bloc est valide, et derrière, lorsque ce bloc est validé, il est ajouté à la chaîne de blocs Bitcoin. Voici le fonctionnement, on va dire un petit peu général, de Bitcoin, et nous on va s'intéresser spécifiquement à la partie entre les validateurs et les mineurs, c'est-à-dire justement la création de ce bloc, et comment fonctionne la preuve de travail de manière générale, donc le minage de Bitcoin. Alors déjà Bitcoin, on le sait, c'est 40 ans de recherche. Et nous, il y a une chose qui va vraiment nous intéresser, c'est le travail qui a été réalisé dans les années 90 avec la preuve de travail et l'arrivée de Hashcash. Alors en 93, on a l'invention du concept de la preuve de travail, Proof of Work en anglais, que je vais parfois abréger par POW, qui d'ailleurs est assez remarquable de le souligner, a été créé et découvert et inventé par deux femmes. En 99, on a l'invention du terme de Proof of Work dans un document dont on ne parlera pas aujourd'hui, et son objectif, justement, cette preuve de travail est très simple, c'est de lutter contre les attaques. Les attaques de type déni de service, donc en gros, envoyer en masse plein de transactions ou de spam de telle manière à faire en sorte que le service ne fonctionne plus, ou des attaques de type civil dont on parlera vraiment pas en détail parce qu'elles sont plus techniques, mais en gros, une duplication d'identité de telle manière à prendre le contrôle du réseau. Alors, nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est en 97 l'invention de quelque chose qui s'appelle Hashcash. Hashcash, c'est quoi? C'est en fait un système de preuve de travail qui a été créé par Adam Back, qui est maintenant le gars qui gère Blockstream et tout, vraiment un OG de Bitcoin. Et en fait, il a inventé Hashcash et il a sorti son livre blanc, son white paper de Hashcash en 2002. Et en fait, c'est sur cette base-là que Satoshi Nakamoto finalement a en fait construit le système du minage de Bitcoin tel qu'il est aujourd'hui. Alors, on va donc s'intéresser à ce fonctionnement-là de Hashcash, et donc de la preuve de travail aussi de manière générale, parce que finalement, si on comprend la Proof of Work, derrière, on comprend comment fonctionne le minage de Bitcoin, et vous le verrez tout à l'heure, ça va être très clair. Alors, l'idée de la preuve de travail, elle est assez simple. C'est que pour que le client puisse utiliser un service qui est proposé par un serveur, le client est à gauche, le serveur est à droite, et bien derrière, le client va devoir réaliser une tâche qui va lui demander un peu d'énergie et un peu de temps. Je m'explique. Le client pourrait très bien demander la tâche au serveur. Mais s'il va décider de lui demander une infinité, donc des millions et des millions de fois la même tâche, ou même des millions de fois
une tâche qui va peut-être être différente, mais une tâche auquel le serveur va pouvoir répondre, eh bien le serveur, au bout d'un moment, va arriver à une limite. Et donc, du coup, il ne sera plus en possibilité de pouvoir y répondre, et donc, par conséquent, le serveur va venir à crash, au moins pour une durée définie. Et donc, c'est ce qu'on appelle une attaque par déni de service. Et donc, l'objectif de la preuve de travail, c'est quoi? C'est que le client, il va demander l'approbation à un service, et à ce moment-là, le serveur va sélectionner un défi cryptographique et mathématique, dont on va parler juste après, qu'il va envoyer du coup au client. Le client va devoir résoudre ce défi, envoyer sa réponse au serveur qui va vérifier la solution et qui va du coup, si la solution est correcte, accorder le service au client. Voici le fonctionnement de manière générale de la preuve de travail. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les détails, et donc on va prendre le cas de Hashcash. L'objectif de Hashcash, c'était quoi? C'était de faire en sorte que les spams, il y en ait de moins en moins, et donc de faire en sorte que, au final, les serveurs puissent avoir une espèce de sécurité par rapport au spam d'email. Et donc de ce fait, le client, qui est la personne qui va vouloir envoyer son mail, ça peut être un attaquant ou comme une personne tout à fait lambda, va demander l'approbation à un service. Donc l'approbation d'envoyer un mail. Le serveur, lui, de son côté, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui dire, bon bah ok, tu veux envoyer un mail, donc du coup je vais te donner un défi. Un défi qui est pas hyper compliqué, parce que tu vas envoyer et va envoyer son défi au client. Alors, ce défi, il va être représenté sous la forme suivante. Vous le savez tous, vous avez déjà envoyé un mail. Quand on envoie un mail, on a une en-tête, un peu comme celle-là, avec du coup la personne qui a envoyé le message. Donc en l'occurrence ici, c'est quelqu'un avec l'adresse mail test@test.invalide. On a du coup la personne à qui on l'envoie. Donc le serveur enverra en plus de ça l'adresse mail de la personne à qui le client veut envoyer. Donc en l'occurrence à adam@cypherspace.org. Le sujet du mail et la date avec un format qui est particulier. Donc le serveur, lui, va sélectionner un défi et va envoyer au client les informations sur l'adresse mail de la personne que le client veut joindre, et également sur la date, en l'occurrence, du défi à laquelle, du coup, ce défi a été envoyé. Et donc ce défi, dans le cadre de Hashcash, va prendre cette forme-là. C'est ce vous avez ici en orange. On a d'abord Xhashcash, donc ce truc-là, en fait, va venir se mettre juste en dessous de date, ici, et on va avoir un certain nombre de paramètres. Alors 1, on s'en fout, c'est la version. Ensuite, on a 03, 06, 26, donc en fait, c'est tout simplement le 2003 juin 26, et puis ensuite, on a l'heure 11h59-59, l'adresse mail en question, et ensuite, on a une succession random de caractères. Bon, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas mis exactement la même adresse mail, j'ai mis cyberspace au lieu de cypherspace, my bad. Et en fait, il y a ce défi, justement le client, pour qu'il puisse envoyer son mail, il va devoir respecter ce défi, et ce défi a une condition. La condition, c'est le 20 qu'on a ici. En fait, ce 20-là, ça veut tout simplement dire que dans ce que le serveur va envoyer, il va demander au client de respecter le défi de telle manière à ce que les 20 premiers bits de ce qu'il va réaliser, donc un bit c'est une unité informatique, ça veut dire les 10 premiers chiffres tout simplement, vont devoir être 0. On va voir un petit peu à quoi ça correspond, mais retenez que les 10 premiers chiffres doivent être 0. Alors là, je vais simplifier, je vais pas prendre les 10 premiers chiffres, je vais prendre les 2 premiers chiffres, ici, donc les 2 premiers bits, donc les 2 premiers bits, c'est tout simplement le premier chiffre, et donc le client, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va devoir prendre tout ce truc-là, et il va utiliser une fonction mathématique et cryptographique, qu'on appelle le SHA-1, dans le cas du Hashcash, cette fonction c'est SHA-1, et en fait, il va prendre tout ce texte, il va le mettre dans la fonction SHA-1 informatiquement, par le biais d'un processeur, donc d'un ordinateur, et cette fonction va venir à transformer toutes ces séquences de caractères en un truc un peu dégueulasse, qui ressemble à ce que vous avez ici tout en bas, en dessous du le hash final et blabla. Et donc si en l'occurrence le client prend du coup cette en tête, donc Xhashcash, etc., le truc qui est en marron, et il décide de en effectuer le hashage par la fonction SHA-1, cette fonction va donner le hash qui est en dessous, 37, CA, etc. Donc vous voyez une série de chiffres et de lettres qui sont dégueulasses et qui ne sont pas décryptables. Et d'ailleurs, en prenant ce hash-là, on ne peut pas mathématiquement revenir à notre truc de départ. Ça veut dire que si vous recevez le hash qui est ici, on ne peut pas, à l'aide d'une fonction inverse, retrouver le truc qu'il y a au départ. Ça, c'est une propriété mathématique qui est extrêmement importante et qui permet de vérifier, on va dire, non pas l'anonymat, mais en tout cas certaines conditions très importantes. Bon, bref, passons. Et donc en fait, le truc c'est que si on prend la fonction SHA-1 et qu'on met du coup ce bazar-là en marron, bah, du coup on obtiendra forcément 37CA, etc. Donc ce hash final. On ne peut pas obtenir, en faisant la même fonction du même truc, plusieurs images. Et donc par conséquent, il va falloir respecter la condition, qui est qu'il doit y avoir les 2 premiers bits, c'est-à-dire le premier chiffre de ce hash qui va devoir commencer par 0. Du coup, le client va devoir rajouter à tout ce truc qui est en marron un nombre qui va faire petit à petit varier jusqu'à ce que le hash final convienne, c'est-à-dire commence par 0. Je vous montre.
Ici, j'ai codé un petit programme en Python où je demande, donc j'ai le header, qui est du coup le même truc que ce que j'avais avant, et ensuite, on le voit, à header chercher, j'ai mis du coup la lettre K, qui est en fait un nombre, qui va varier petit à petit, un espace, et ensuite mon header, donc le truc d'avant. Et donc en fait, petit à petit, bah, le début ce sera 1, espace, xhcache, etc., puis il va tester. Ensuite, il sera 2, espace, xhh, etc., il va tester, jusqu'au bout d'un moment où, quand je dis il va tester, c'est-à-dire qu'il va calculer le hash du truc que je viens de citer, jusqu'au moment où le hash, donc l'image qu'il obtient à la fin, commence par un 0. Je vous montre. Ici, dans cette situation-là, il a fallu 6 itérations. Donc on voit qu'un nonce possible, c'est un terme qu'on utilisera après pour Bitcoin, et bien du coup c'était 6, ça veut dire qu'il a fallu 6 calculs ou 6 tests pour pouvoir arriver à une réponse qui était convenable, et on observe que le hash final commence bien par un 0, c'est 0,89, etc., etc. Le temps de calculer était quasi instantané. On pourrait dire, bah tiens, si maintenant ici à la place de 1,2, je mets 1,2.4, ça veut dire que je veux les 4 premiers bits, donc les 2 premiers chiffres qui commencent par 0, et bien du coup de la même manière, maintenant on a une 72 itérations qu'il a fallu, donc le nonce vaut 72. Mon hash final commence bien par 0,0, et mon calcul était très rapide, donc instantané. Donc ça c'est très intéressant pour un utilisateur qui va envoyer un mail, ou même 2 mails. Mais pour quelqu'un qui va en envoyer plein, ça va devenir plus compliqué. Si maintenant on met 3 zéros au départ, la difficulté devient plus importante, le nonce devient plus de 2000, le hash final a bien le 3 zéros au départ, mais le temps de calcul, bon, c'est toujours bien inférieur, c'est 4 millièmes de seconde, mais reste que ça prend du temps. Si maintenant on fait des backtests, et bien du coup on observe ici qu'à gauche on a le nombre de zéros, tout à gauche, ensuite on a la durée en secondes, et on a la valeur du nonce, c'est le premier hash obtenu. On obtient que petit à petit, on voit bien que le nombre de zéros au départ vient à évoluer et à augmenter de 1, comme je l'ai demandé, et on voit que la durée en secondes, elle augmente de plus en plus, jusqu'à, par exemple, pour obtenir 9 zéros au départ, bah, j'ai lancé mon PC, ça m'a pris près de 20 heures, ça a toujours pas trouvé, mon PC est encore en train de chercher, pour vous dire un petit peu la complexité du truc. Et donc, en fait, de cette base-là, on va obtenir du coup un hash qui va répondre à notre défi mathématique, donc qui a été envoyé par le serveur pour le client, et le client, lui, son objectif, c'est de le résoudre, donc de trouver une valeur possible du nonce, pour que, bah, du coup, finalement, le hash obtenu commence par un certain nombre de zéros définis par le serveur. Alors, il y a quelques petites particularités dont on peut parler, je vais faire simple, je l'ai mis de différentes couleurs. La première, c'est que vous voyez qu'ici, pour le nombre de zéros, quand c'est 1, la première ligne, j'ai mis valeur du nombre 6, et puis à côté, j'ai mis son hash. En fait, en réalité, il n'y a pas que un nonce possible, et donc que un hash possible au final. Il y a plusieurs solutions au même problème. Et par exemple, si on prend comme nonce 59, et bien du coup, un autre hash possible, c'est 0,9, etc., etc. Ça veut dire que, et on en parlera tout à l'heure dans le cas de Bitcoin, mais plusieurs formes de minage peuvent trouver un nonce différent et pourtant valider le même bloc. Parce qu'en fait, il y a plusieurs solutions possibles. Un autre truc qu'on pourrait se dire, c'est tiens, si je cherche un hash et que je fais 6 tests, bah pour trouver 2 hash, il m'en faut 12. Bah pas forcément, là vous voyez qu'il a fallu 10 fois plus. Dans le cas d'en dessous, 72, 129, on a presque le double. 2200, 4800, on est presque le double. Dans le cas d'après, on est à 160 000 et 170 000. Bon bah là on voit qu'en fait, ici la situation c'est quoi? C'est que dans mes backtests, je n'ai effectué qu'un seul backtest à chaque fois. Or j'aurais dû, pour vraiment avoir des données pertinentes, en faire plusieurs centaines, milliers, voire même centaines de milliers de fois pour vraiment avoir des moyennes de tout ça. Donc voilà, c'est, on va dire, finalement un petit backtest qui est un peu tronqué, et il faudrait avoir plus d'informations pour vraiment tirer des conclusions scientifiques, mais c'était un petit peu pour vous donner l'idée. Un dernier truc rigolo, c'est que si on regarde la partie qui est en plein milieu en rouge, on voit qu'ici, en plus de nos 8 zéros, il y en a un 9e. Donc en fait, bon, c'est un petit peu particulier, mais voilà, il se trouve que coup de chance, il n'a pas eu 8-0, mais 9-0. Des fois, ça peut arriver, c'est de l'aléatoire tout simplement. Bon. Alors, de ce no backtest, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est l'idée. L'idée, c'est, on a pris en fait notre en-tête, donc xhcache, etc. Et à ça, on est venu à mettre un nombre en plus qui va varier, de telle manière à ce que, au bout d'un moment, on résolve le problème. La résolution de ce problème passe par le nombre de zéros qu'on veut au tout départ de l'image du hash qu'on obtient. Et donc, on va revenir un petit peu à Bitcoin. On a nos utilisateurs, nos validateurs et nos mineurs, et en fait, on va tout simplement faire un parallèle assez simple entre les mineurs et les validateurs. Les mineurs, c'est tout simplement le client, et les validateurs, c'est tout simplement le serveur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, dans le serveur, donc les validateurs ont toutes les transactions, les clients, les mineurs vont aller chercher les transactions auprès des validateurs,
vont construire petit à petit leur bloc. Donc la construction du bloc, on en a parlé déjà les fois précédentes, on va en reparler dans 2 secondes. Et la preuve de travail, elle arrive exactement entre les mineurs et les validateurs. Quand les mineurs ont terminé leur bloc, ils vont dire au validateur, tiens, est-ce que tu peux me dire quel va être mon défi? À ce moment-là, le serveur, donc les validateurs, donc en fait le protocole de Nakamoto, va dire, bah tiens, voilà, ton défi, c'est ça. Et à ce moment-là, les mineurs vont devoir résoudre le défi. Et donc, on pourrait évidemment se poser la question, bah tiens, quels sont les intérêts de la preuve de travail pour Bitcoin? Alors, le premier, c'est forcément, comme dans le cas de la preuve de travail de manière générale, lutter contre les attaques. Les attaques de données de service, de Sibyl, dont on ne parlera pas aujourd'hui, et également les spams de blocs. Bah oui, parce qu'au final, on pourrait très bien avoir des mineurs qui vont venir à spammer de centaines de milliers ou des millions de blocs. Les validateurs, va falloir qu'ils fassent du travail. Et si ce travail, en l'occurrence, eh bien, ce qu'il se passe, c'est que c'est un travail où il va falloir des milliers ou des milliers de hash pour les validateurs, bah, au bout d'un moment, les validateurs ils vont arrêter, parce que derrière, ils vont être submergés. Et donc, c'est une attaque qui est possible. Grâce à la preuve de travail, le spam de blocs n'est plus possible. Pourquoi? Parce que chaque client va devoir réaliser un travail pour pouvoir de telle manière à ce qu'il puisse ajouter un nouveau bloc à la chaîne de blocs Bitcoin. Et ce travail, c'est celui dont on parlera tout à l'heure, qui est l'idée de rajouter des zéros devant le hash. Un autre truc aussi, c'est que ça permet de disposer d'un consensus qui est scientifique, d'un point de vue de la validation des blocs. Ah oui, après tout, on aurait pu faire un vote à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce bloc, il va passer? Oui, mais derrière, comment on fait pour définir qui est le plus pertinent? Est-ce que tout le monde a le même vote? Mais du coup, on pourrait dupliquer les identités, c'est les attaques civiles. Donc en gros, l'idée, c'était d'avoir un truc scientifique qui repose sur les maths, sur la cryptographie, et également sur l'implication de la personne dans la sécurité du réseau. C'est-à-dire, on en parlera après, avec le taux de calcul. Et donc, vraiment, ce qui est un point qui me semble essentiel, c'est que cette implication dans la sécurisation du réseau, finalement, c'est quelque chose qui va être finalement réel, avec un ancrage réel, puisque ce travail, d'une part, va devoir demander de l'énergie électrique, d'un processeur, donc d'un ordinateur, qui va devoir faire des calculs. C'est quelque chose de tangible. Et puis, en plus de ça, ça va prendre du temps. Et finalement, cette prise de temps, le temps, c'est quelque chose qui va être parfaitement équitable pour tout le monde. Tout le monde a la même courbe linéaire du temps. Par contre, au niveau de l'énergie électrique, on pourrait quand même le dire, certaines personnes vont parler plutôt du proof of stake. Alors je ne vais pas faire un parallèle entre proof of work et proof of stake aujourd'hui, c'est pas l'objectif, mais juste pour dire que le proof of stake, c'est à celui qui a le plus de jetons au départ, qui va du coup avoir le plus de pouvoir lorsqu'il va lever la main, et qui donc aura plusieurs votes, en gros pour faire simple, et donc du coup petit à petit qui s'enrichira. Dans le cas de l'énergie électrique, c'est quelque chose de différent, puisque comme c'est quelque chose de tangible, l'énergie électrique, l'argent va pas pouvoir posséder toutes les sources d'énergie. Il y a d'autres choses qui se prendront à prendre en compte. De la même manière, l'argent ne va pas pouvoir disposer de tout le matériel. Il y a derrière des limites technologiques au niveau de l'acquisition du matériel, ne serait-ce qu'au niveau de la quantité de matériel qui peuvent sortir de l'usine, qui sont à prendre en compte. Et donc ça, c'est vraiment un point qui me semble important de souligner. Finalement, la preuve de travail dans le cadre de Bitcoin va demander d'une part de l'énergie et d'autre part du temps. C'est vraiment un point essentiel. Et puis la troisième chose, c'est que en ce sens, elle va rendre chaque bloc immuable. C'est-à-dire que ce bloc, il ne va pas venir à changer. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on prend une en-tête, dans le cas de Hashcash, c'était x-hashcash, blablabla, et bien lorsqu'on prend une image par son hash, on n'obtient forcément qu'un seul truc. Pour un nombre donné. C'est vrai que si je change ce nombre, je vais obtenir autre chose qui respectera peut-être la condition, mais ça veut dire que si mon nonce est choisi dès le départ, je n'ai forcément qu'une image. Et donc par conséquent, avec un nonce qui est défini, et bien du coup le hash du bloc va être fini, ne bougera jamais plus, c'est forcément le même pour absolument tout le monde, et donc le bloc devient immuable. Et comme ce bloc est validé de la même manière par le réseau de nœuds, qui vont vérifier du coup la condition, et bien en fait ce que ça implique, c'est qu'en plus de l'immuabilité des blocs, il y a également l'immuabilité tout simplement de chacune des transactions qui est présente dans ce bloc. Alors, de là, on pourrait se dire, mais tiens, mais du coup, pourquoi est-ce que quelqu'un s'amuserait à faire ça? Enfin, quelle idée de dépenser de l'énergie et du temps pour finalement juste sécuriser le réseau? Ben, c'est là où Nakamoto s'est dit, bah tiens, on va rajouter quelque chose en plus. On va rajouter un reward, une récompense, qui va être faite justement aux mineurs. Cette récompense, elle a commencé à 25 bitcoins par bloc. Et Nakamoto aurait pu se dire, bah tiens, toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc, donc toutes les 10 minutes, 25 bitcoins. Et puis ça reste comme ça toute la vie. Bon, le seul problème, c'est qu'en 2016, après 2 halvings, on aurait eu 21 millions de bitcoins déjà émis. Ouais. Et puis en 2140, on en aurait eu 346 millions. Et puis finalement, en fait, on se serait retrouvé à faire la même chose que la masse monétaire aux États-Unis, avec une masse monétaire qui ne cesse d'augmenter de plus en plus et de manière de plus en plus importante. Bon, ça en réalité, c'est quand même un gros problème.
parce que derrière, inflation, tout ça, je ne vais pas en discuter en détail. Et c'est là où Satoshi Nakamoto s'est dit, je ne peux pas continuer à créer de manière infinie 25 bitcoins par bloc. Il va falloir changer ça. Et il a donc créé le halving. Le halving, c'est quoi? C'est une division successive par 2, tous les 4 ans, donc tous les 210 000 blocs, du nombre de bitcoins. Ça veut dire que de 2008 à 2012, il y a eu 25 bitcoins par bloc pendant 210 000 blocs. Puis ensuite, pendant 210 000 blocs, c'était maintenant 12,5. Puis ensuite, pendant les 210 000 blocs ensuite, c'était 6,25. Et là, il se trouve que le cycle de 6,25 bitcoins va bientôt se terminer, en avril-mai, et on passera maintenant à 3,125 bitcoins par bloc. Donc c'est très intéressant parce que pour ceux qui étaient présents à la conférence Junia qui a été donnée en octobre par Bitcoin Lille, en fait on se rend compte que petit à petit, le nombre de bitcoins émis va tendre vers une limite finie. Cette limite, c'est celle des 21 millions, en réalité on est un petit peu moins, je vous ai mis le nombre exact qu'on peut obtenir informatiquement parlant, voire presque mathématiquement parlant, là-dessus. C'est vraiment en fait finalement une innovation, un coup de génie de son point de vue, parce qu'il vient à créer une rareté d'un point de vue des jetons, d'un point de vue des bitcoins. Comme je le disais juste avant, ici avec une petite évolution, entre 2020 et 2024, on passe de 6,25 à 3,125, et en 2140, on aura un Satoshi par bloc. Alors, notre introduction, finalement, en fait, on est en train de parler de la preuve de travail, on peut se demander où elle intervient. Comme je le disais tout à l'heure, la preuve de travail, elle intervient pile poil là où on a notre petit tic vert, entre les mineurs et les validateurs. Puisqu'en fait, finalement, elle permet de sécuriser cette partie-là. Elle permet de sécuriser le spam, enfin, d'éviter les attaques type spam de blocs que les mineurs pourraient avoir sur les validateurs, de telle manière à rendre le service et le protocole inopérable et incapable de pouvoir travailler. C'est la deuxième partie, la preuve de travail, mécanisme sécurisant les attaques DOS, Sybil, spam, côté bloc. De la même manière, du côté utilisateur, on a exactement la même chose, une sécurisation qui se fait avec les frais de transaction, qui fait qu'en fait les utilisateurs ne vont pas pouvoir spammer immensément tout simplement des transactions, puisque lorsqu'ils vont réaliser des transactions, au bout d'un moment, ils vont devoir tout simplement dépenser des frais qui vont être plus ou moins importants en fonction de l'utilisation du réseau, et donc les frais de transaction est un autre mécanisme qui sécurise le réseau, cette fois-ci côté transactionnel. En parallèle, on a également autre chose, le fait que derrière, les blocs, et donc petit à petit la blockchain, va devenir elle aussi sécurisée. Alors en fait, la sécurisation est tout à fait liée à sa décentralisation, le fait que plein de personnes dans le monde possèdent du coup directement cette blockchain. Et puis, c'est quand même une technologie qui est quand même dingue, c'est que finalement, comme le disait Satoshi Nakamoto, pour pouvoir avoir un système qui est transparent, il faut que tout le monde dispose du registre. Bon voilà, c'est la technologie de la blockchain. Et puis une dernière chose aussi, pour faire en sorte que les mineurs, eux aussi, aient envie de sécuriser le réseau, faut leur donner des coins, faut leur donner quelque chose qui fait qu'ils ont envie de dépenser de l'électricité. Et bien ça, c'est les rewards, et derrière, l'aspect économique avec la limite finie de jetons avec 21 millions de bitcoins. Et donc finalement, moi je trouve qu'il y a un GIF qui représente très bien ça, c'est qu'en fait, si vous avez compris ces 5 points-là, finalement, vous avez compris Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est ni plus ni moins qu'une concaténation de tous ces différents points qui finalement permettent de sécuriser le réseau. Alors, en tout cas, le rendre pertinent et le rendre fonctionnel et inapte à un certain nombre à beaucoup d'attaques. Le problème, c'est que comme toute technologie, ou comme tout mécanisme, la preuve de travail n'est pas toutefois parfaitement parfaite. Déjà, elle dépense de l'électricité. Pour pas mal de personnes, ça va être un problème. La question, véritablement derrière, et j'en parlais lors de la conférence de Junia, c'est quelle est la pertinence de la dépense énergétique qu'on a avec le minage de Bitcoin par rapport à ce que Bitcoin permet. C'est-à-dire que, je sais pas, si on compare l'énergie utilisée par Bitcoin au système capitaliste actuel, là derrière, on a une corrélation qui peut être posée et qui peut être intéressante. Mais si on compare l'énergie dépensée pour Bitcoin avec l'énergie des saches linges ou avec l'énergie d'un État, derrière, il n'y a absolument rien de pertinent par rapport à ça. Parce que Bitcoin promeut des libertés, promeut un certain nombre de choses, et permet plutôt que promeut, ce serait mieux, permet une émancipation de certaines populations, etc., etc. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que la dépense finalement électrique, qui permet d'ailleurs de sécuriser son réseau, il faut se poser la bonne question de savoir est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que Bitcoin permet. Et puis en parallèle, il y a aussi autre chose. C'est que comme toute technologie ou comme tout mécanisme, la preuve de travail, je le disais, elle n'est pas parfaite. Et effectivement, elle amène aussi un nouveau vecteur d'attaque qui est bien moindre, mais qui est l'attaque des 51%.
On n'en reparlera pas dans détail puisqu'on en a parlé dans le chapitre 2, comprendre les transactions lors du meet-up d'octobre, mais en réalité, on verra un peu tout à l'heure, on a près de 2 tiers à 3 quarts du pourcentage de hash rate qui est détenu par 3, 4, 5 grands acteurs dans le monde. C'est quand même un problème. Et même si l'attaque des 51% arrive, le réseau est immuable. Donc au final, en fait, il viendra pas à disparaître ou à ne plus fonctionner, il continuera à fonctionner. Non, c'est juste qu'on aura finalement en fait une perte de confiance de certains de ses utilisateurs. Et ça reste quand même finalement une attaque pour Bitcoin. Donc la preuve de travail n'est pas parfaite, mais elle permet toutefois de résoudre énormément de problèmes et énormément de vecteurs d'attaque. Et donc, on va passer sur cette deuxième partie, sur le minage de Bitcoin, et en fait, vous allez vous rendre compte très rapidement que si vous avez compris ce qu'on vient d'expliquer avec Hashcash, en fait, vous avez déjà compris le minage de Bitcoin, et ça va être très très simple. Regardez, on a Alice qui va vouloir payer un Bitcoin à Bob. Alice va donc réaliser sa transaction sur son portefeuille. La transaction est envoyée sur les validateurs qui vérifient qu'elle a bien son 1 Bitcoin et qu'elle ne couche pas avec une double dépense. C'est bon. La transaction tombe dans la memory pool, donc la mémoire de tous les nœuds, et les mineurs, eux, ont forcément un nœud. Donc derrière, ils vont se connecter à leur nœud, ils vont aller chercher toutes les transactions qui les intéressent, et ils vont agencer toutes ces transactions comme on l'a vu en octobre, de telle manière à former un bloc qui va leur correspondre, de telle manière à ce qu'ils gagnent beaucoup de frais totaux. Donc ici, on est à 0,13 Bitcoin, soit un dixième de Bitcoin pour ce bloc-là. Bon bah du coup, c'est hyper intéressant. Bon, super. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les mineurs, eux, lorsqu'ils vont avoir terminé la création de leur bloc, ils vont se dire, bon bah ok, moi j'ai un bloc qui me convient, serveur, donc validateur, dis-moi quel va être mon défi. Et à ce moment-là, le serveur, donc le protocole de Nakamoto, va du coup envoyer aux mineurs un défi. Ce défi, il va ressembler à quoi? Eh bien exactement à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire exactement au fonctionnement de la preuve de travail. Et je vous promets, c'est moins dur à comprendre qu'il y paraît. Alors en l'occurrence, le client, c'est le mineur. Le serveur, c'est le protocole. C'est tout simplement en fait les validateurs, donc le réseau de validateurs, donc le réseau de nœuds. Et donc on va avoir le client qui, comme je le disais, va demander l'approbation à un service, donc le fait de mettre le bloc dans la blockchain, il va demander ça du coup au protocole, à l'ensemble des nœuds, et donc le serveur, lui, va devoir sélectionner un défi. Ce défi va devoir passer par ce qu'on appelle la difficulté de minage, donc on va décrire maintenant, on va ouvrir une petite parenthèse. Et une fois que le défi aura été sélectionné, ce défi sera envoyé au client qui devra le résoudre. Alors ce défi, qu'est-ce que c'est? Bon. Déjà, je vais prendre un exemple, quelque chose qui est hyper important à avoir en tête, c'est que l'objectif, il est clair, c'est qu'un bloc soit trouvé toutes les 10 minutes environ. À peu près, c'est une moyenne, mais toutes les 10 minutes environ. Et donc, par conséquent, on va avoir plusieurs mineurs. Je vais prendre une parabole qui va être associée à la vie quotidienne. Si je prends deux personnes, un bébé à gauche, et puis de l'autre côté, on a un prof de maths, et puis qu'on lui donne un défi mathématique, bon bah c'est bien gentil, mais le bébé n'a pas les compétences de réaliser ce défi. Donc du coup, c'est pas pertinent. On pourrait se demander, bah tiens, moi derrière, en fait, mon bébé et mon prof de maths, ils ont pas les mêmes compétences, donc on va prendre deux trucs qui ont les mêmes compétences. On va prendre un Airminer à gauche, un matériel qui permet de miner du Bitcoin, et à droite un ASIC, un bon ASIC, une des dernières générations, qui lui aussi permet de miner du Bitcoin. Et puis, ces deux-là, ils peuvent faire exactement la même chose. Donc si on leur donne le même calcul extrêmement simple, ils vont tous les deux le réaliser de manière extrêmement simple, et très rapidement. Donc c'est pas pertinent. Donc on pourrait se dire, on va complexifier en fonction de la puissance de chacune des machines. Oui, mais derrière, il y a une possibilité de pouvoir grouger, c'est-à-dire que la grosse machine va faire genre c'est plein de petites machines en fait, c'est la somme de plein de petites machines, et du coup, il n'aura pas à calculer l'intégrale de l'heure, il aura à calculer plein de petits calculs comme celui de gauche. Et du coup, il sera quand même meilleur que celui de gauche parce qu'il en a plus. Mais dans les courses, donner un défi en fonction de la puissance de calcul de chacune des machines, et ben derrière, c'est pas pertinent. Du coup, il faut un truc qui soit commun à tout le monde, à tous. Et ce truc-là, c'est ce qu'on appelle tout simplement le hash rate. Le hash rate qu'on peut traduire en français par le taux de calcul au niveau global, donc au niveau mondial. Ici, vous avez la courbe représentative du hash rate au niveau mondial. Ce qu'on observe, c'est que j'ai pris que de 2017 à 2024, j'aurais pu prendre de 2009 à 2024, mais de 2009 à 2017, c'est risible par rapport à maintenant. On observe qu'actuellement, on est à 538 hecto-hash par seconde. Les hecto-hash par seconde, ça vous parle pas. Donc en gros, on va dire que 1 hash par seconde, c'est un calcul pour une seconde. Et bien là, actuellement, j'ai approximé, quand j'ai fait ma requête à mon nœud, on était à près de 514 milliards de hash par seconde, donc 514 milliards de calculs par seconde. C'est absolument considérable. Alors encore une fois, ça vous parle pas, parce que vous n'avez pas d'idée. Donc du coup, je vais vous prendre un exemple par rapport à 3 machines. La meilleure machine qui vient de sortir,
ça vous équivaudrait pour le hash rate au niveau mondial qu'il y en ait 1 500 000 partout dans le monde. Bon, c'est pas beaucoup finalement. Pour celle qui est la plus intéressante pour les fermes de minage, on est à près de 4,3 millions. Et pour une machine qui est connue, le S9 que beaucoup de personnes connaissent, il y en a près de 45 millions. C'est quand même une machine qui, elle, était très 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 répandue, même en 2021. On voit qu'on a d'ailleurs une grosse baisse. Cette grosse baisse, c'est le ban du mining par la Chine. Et donc en fait, en l'occurrence, ça, c'est la donnée qui correspond à tout le monde. Le hash rate global est partagé par toutes les machines, puisque finalement le hash rate global est la somme de toutes les puissances de calcul de toutes les machines. Bon. Mais en fait, à partir de ce hash rate, on va justement créer un truc un peu inverse. C'est-à-dire que quand le hash rate va monter, eh bien on va avoir quelque chose qui va se créer qu'on appelle la difficulté, qui elle va monter aussi. De telle manière à ce que même si le hash rate vient beaucoup augmenter, eh bien la difficulté, elle va beaucoup augmenter aussi, mais de telle manière à ce que ça va permettre de se stabiliser vers, non pas une moyenne, mais avoir une stabilisation vers un bloc toutes les 10 minutes. Et donc, c'est justement là où on est dans la sélection du défi avec la difficulté de minage, et donc la difficulté de minage est calculée directement par rapport au taux de calcul, donc au hash rate. Et donc le fonctionnement de la difficulté de minage, c'est simple, c'est que tous les 2016 blocs, eh bien, cette, entre guillemets, fonction inverse du hash rate global au niveau mondial va s'actualiser. Toutes les 2016 blocs, c'est à peu près toutes les 2 semaines, de telle manière à ce que, comme je disais, un bloc sur une période de 2016 blocs, donc de 2 semaines, reste en moyenne à peu près 10 minutes. Alors, petit truc rigolo, on aurait pu faire moins que 2 semaines, on aurait pu faire 1 semaine, on aurait pu faire une toutes les heures, ou etc. Il y a plein de choses qui varient par rapport à ça, donc on ne va pas en parler. Mais en réalité, dans le code de Bitcoin, il y a alors c'est pas un petit bug, mais en réalité, c'est pas tous les 2007 blocs, c'est tous les 2015 blocs. Mais ça, j'en parle pas. Bon, bah super, on a le défi qui est sélectionné par le serveur, qui va donc l'envoyer au client, et à ce moment-là, le client, c'est-à-dire le mineur, va devoir résoudre ce défi de la manière suivante avec une brute force. Donc en faisant plein de tests. Bon bah ce défi, vous vous rappelez de ce qu'on a fait tout à l'heure avec Hashcash? On disait qu'il fallait trouver ici, j'ai 2 bits, donc un 0 qui doit commencer tout devant. Bon bah en fait c'est exactement la même chose, si vous avez compris Hashcash, vous avez compris Bitcoin. Regardez, j'ai pris un bloc que j'ai trouvé ce week-end, le 824 655. La difficulté, 73 Tera, c'est absolument considérable. Du coup, comme cette difficulté était très importante, il fallait plein de zéros devant. Donc vous voyez que dans le hash du bloc, il y a plein de zéros devant. Et derrière, le nonce, donc le nombre qu'on a fait varier, bah lui était très important. Pourquoi? Parce qu'il a fallu beaucoup d'itérations avant de trouver le résultat. Finalement, il y a 20 zéros. Et la petite différence, c'est que dans le cas de Hashcash, on utilisait un algorithme qui s'appelait le SHA-1. Dans le cas de Bitcoin, on utilise un autre algorithme qui ressemble beaucoup, mais qui est encore plus compliqué, qu'on appelle le SHA-256D. Pourquoi D? Parce qu'en fait, on ne fait pas un seul hash, on fait 2 hashes d'affilée, ce qui rend le truc encore plus complexe. Alors, il y aura certainement des personnes qui vont se dire « Mais du coup, comment ça fonctionne pour faire le hash ?» Alors, je vais passer très simple là-dessus. Hashcash, ici, on avait un nombre. Là, j'ai mis 20. Ça veut dire que les 20 premiers bits, donc les 10 premiers chiffres, devaient commencer par 0. Et bien, c'est exactement la même chose dans le cas de Bitcoin. En fait, on a du coup ce nombre-là, donc 20, qui va correspondre au nombre de zéros qu'il va falloir y avoir devant, qui est associé à la difficulté, comme on disait, qui elle-même est associée au hash rate. Vous voyez qu'ici, on a la difficulté de 73 Tera, comme je disais tout à l'heure. Et dedans, on va pas mettre l'adresse mail, la date, des nombres aléatoires et le 20 dont on a parlé. Non, on va mettre la version, qui dépend de la version et de finalement des mises à jour qu'il y a pu y avoir sur le réseau, donc des bips. Le Merkle root, donc ce qu'on appelle la racine de Merkle, qui est en fait le hash de toutes les transactions dans le bloc, qui sont donc ce hash-là est donc présent. La time, donc le temps, enfin l'heure, enfin la date, on va dire ça de manière plus simple, en heure unique, donc depuis le 1er janvier 70, le nonce dont on parlait, ce nombre qu'on a fait varier beaucoup de fois, et puis le bit, qui est en fait ni plus ni moins que le nonce mais en hexadécimal, donc c'est la même chose, et enfin le previous block hash, qui est tout simplement le hash du bloc d'avant, qui lui aussi d'ailleurs a 20 0, parce qu'entre temps la difficulté n'avait pas changé. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que le bloc d'avant est maintenant dans le bloc d'après, ce qui fait qu'on a vraiment un séquençage et un lien entre tous les blocs. Tous les blocs d'avant sont compris dans le bloc d'après, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Et donc du coup, ce fonctionnement, bah ça y est, l'autre client a trouvé son nonce par brute force, il va envoyer la réponse du défi qui lui a pris du temps, de l'électricité, il a fallu beaucoup de calculs. Et là, ce qui est incroyable, c'est que le serveur, il connaissait tout, il connaissait la version, il connaît toutes les transactions, donc il connaissait la racine de Merkle,
il connaît l'heure à laquelle du coup le client va lui envoyer son bloc, il connaît le bloc précédent, donc finalement la seule chose qu'il a besoin, c'est finalement quoi? C'est de trouver le nonce. Et donc du coup ce nonce il est trouvé par le client. Comme il le donne au serveur, le serveur n'a plus qu'un seul calcul à faire qui est quasi instantané, et donc par conséquent la vérification de ce calcul est très simple. Et donc à ce moment-là, on va avoir du coup le serveur qui va envoyer et valider le service au client, donc au mineur, et le mineur aura par conséquent à ce moment-là validé cette transaction, non pas cette transaction mais ce bloc, qui sera envoyé par son nœud à l'ensemble des validateurs, qui eux vont faire la vérification et qui diront ok gars, t'as raison, ton bloc et ta solution, elle convient, c'était pas la seule possible, c'était pas le seul nom, c'est le seul hash possible, mais t'en as trouvé un qui fonctionne, donc du coup on l'ajoute à notre blockchain et c'est terminé. Vous avez vu, je vous l'avais dit, le minage de Bitcoin, c'est pas si compliqué. Bon alors c'est vrai, ça demande quand même un certain nombre de choses à capter au départ, mais finalement en fait on vient vraiment d'expliquer en détail comment ça fonctionnait. Et c'est quand même assez incroyable. Alors j'aurais pu parler dans cette partie de deux choses. Première chose, c'est qu'on aurait pu dire, bah tiens, c'est quoi le minage? Comment ça fonctionne? Bon bah du coup, il faut se connecter à une pool de minage, il faut réaliser ses overclocks, il faut ensuite réaliser des calculs, enfin, une fois que c'est fait, on lance les machines et puis ça y est, c'est terminé, ça réalise ses calculs. En fait, en réalité, j'aurais pu vous le dire plus tôt, mais ça c'est pas du minage, ça c'est du hachage. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait des calculs bêtes et méchants. Ouais, en fait, on réalise certains calculs du défi demandé par le serveur. Non, le minage, c'est pas ça. Le minage, c'est tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que si dans la salle, il y en a qui ont déjà fait, qui pensaient déjà avoir fait comme moi, du minage, en fait, en réalité, on n'a jamais fait du minage. Ce qu'on a fait, c'est du hachage. On a un protocole qui est une pool de minage qui nous a dit quoi faire, et donc qui nous a dit quel hachage faire. Et nous, on fait juste le hachage comme des débiles pour la pool, qui elle ensuite s'occupe de plein de choses. Donc on fait pas, qui elle fait finalement du minage un peu à gauche à droite. Donc en réalité, voilà. Hachage et minage, c'est quand même deux points différents, importants à souligner. Et puis autre chose dont j'aurais pu parler, c'est les Patoshi, enfin un truc absolument dingue sur l'histoire du minage de Satoshi ou autre. J'en parle pas. Bref, si ça vous intéresse, il y a les ressources qui sont présentes en dessous. Alors, pour terminer, on va parler un peu de l'histoire et de l'évolution du minage de 2009 à nos jours. C'est le moment de faire la sieste. Le minage, il a forcément commencé lors du premier bloc, le 9 janvier 2009, qui a été miné par Satoshi, avec un CPU forcément, donc un processeur d'ordinateur. En l'occurrence, on était de l'ordre du kWh par seconde, un peu comme les nerdminers actuellement, et c'est l'équivalent de 10 exposant 3, donc de 1000 H par seconde. Vous voyez la bête, voilà. En mai 2010, on a ce fameux événement. Vous vous rappelez, enfin le Pizza Day, donc là où Laszlo, il a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Bon, ça paraît incroyable et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je mets ça là. En fait, il y a une raison. C'est que Laszlo, on le connaît pour la pizza, mais en fait, en réalité, il a fait un truc incroyable. C'est qu'il a bossé pendant des mois et des mois, jusqu'à octobre 2010, où il a posté un post sur Reddit, et il a dit, les gars, moi ça y est, j'ai découvert un truc, et j'ai bossé sur en fait un OS qui permettait, on va dire un fichier, un driver, qui permettait derrière de pouvoir miner du Bitcoin sur des cartes graphiques. Et ça a été game breaker, c'est-à-dire qu'à partir d'octobre 2010, il y a eu une véritable révolution dans le mining. Maintenant, on n'utilisait plus des CPU qui étaient vraiment, vraiment nuls à chier. On utilisait maintenant des cartes graphiques. On est passé du kilo-hash au méga-hash, ça a multiplié par 1000 approximativement la capacité de calcul. Enfin, c'était absolument phénoménal. Alors, petit truc un petit peu rigolo d'ailleurs là-dessus, c'est que si on s'intéresse aux échanges par mail qu'il y a eu entre Laszlo et Satoshi, Laszlo est venu à envoyer un mail à Satoshi en lui expliquant ses progrès par rapport à son programme de minage. En fait, Satoshi lui a répondu que bah c'est cool, mais que si derrière le minage GPU vient se développer, là en 2010, alors que le réseau n'était pas encore beaucoup lui-même développé, et bien ce qui se passe, c'est qu'en fait en réalité 100% des personnes qui avaient un processeur, donc un ordinateur, pouvaient miner, bah désormais il n'y aura plus que 20% des personnes qui pourront miner, ce sera uniquement les personnes qui auront des cartes graphiques parce que les processeurs deviendront nuls à chier. Et donc Satoshi lui a dit que c'était pas une super bonne chose pour le réseau et qu'il valait peut-être mieux attendre avant de pouvoir développer ça. Je trouve que c'est un point qui est très intéressant, vous avez le mail en question et les sources juste en dessous. Alors, pendant des mois et des mois, je suis allé rechercher des photos très très vieilles et des photos d'Oji du minage de Bitcoin, ça date il y a quand même très longtemps, et c'est assez ouf, ça fait penser au minage GPU comme c'est encore un peu le cas. Et puis en août 2011, nouvelle révolution, le minage avec des machines qui sont vraiment préconçues pour miner, à faire des mêmes calculs, qu'on appelle les FPGA.
Les premiers FPGA, ils étaient 2 fois plus puissants que les meilleures cartes graphiques de l'époque. On est quand même passé du méga H à ensuite, avec l'évolution des FPGA, du méga H au giga H, donc 10 exposant 9. Et puis en 2013, c'est la révolution des ASICs. Bon alors là, les ASICs, le meilleur ASICs, c'est encore, enfin maintenant on parle encore d'ASICs, c'est 355 TH par seconde, c'est absolument considérable. On est passé au TH par seconde, donc c'est 10 exposant 12, avec d'ailleurs le deuxième ASICs qui a été mis en service, vous avez la photo qui est à droite, et ce qui est assez ouf d'ailleurs, c'est que du coup en 2013, on a l'évolution en fait petit à petit de ces ASICs. Comme je disais, en 2009 CPU, jusqu'en mi-2010, mi-2010 arrivaient des GPU, donc des cartes graphiques, jusqu'en mi-2011 arrivaient des FPGA, et ensuite on a les ASICs, avec les premiers ASICs en 2013 qui avaient des puces de 130 nanomètres, donc c'est très très gros par rapport à maintenant, enfin c'est vraiment extrêmement gros, j'en parle même pas. Maintenant, on est à 7 nanomètres. Le seul problème, c'est qu'en fait, depuis 2019-2020, on essaye de faire moins, on essaye de faire du 5 nanomètres. Et en fait, j'en parlais il y a encore quelques mois, il y a des problèmes de tunnel quantique, qui fait qu'en fait, en réalité, il y a des passages d'électrons, comme on est tellement petit, il y a des passages d'électrons qu'on n'arrive pas à canaliser. Et donc, par conséquent, on n'arrive pas à diminuer la taille des puces. Donc, loi de Moore, tout ça, on n'est pas encore prêt tout de suite à avoir des ASICs vraiment beaucoup plus performant que ça ne l'était jusqu'à présent. Alors, dernier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est le minage aujourd'hui. Je veux dire, qu'est-ce qu'il en est, que ce soit côté particulier comme d'un point de vue professionnel. Déjà, au niveau particulier, donc particulier c'est chez soi, j'ai mis non spécialisé. Alors, miner du Bitcoin, finalement, en fait, c'est forcément spécialisé. Parce que miner du Bitcoin, maintenant, il faut forcément des machines spécifiques. On peut encore miner avec un processeur, on peut encore miner avec une carte graphique, mais en réalité, c'est totalement désuet de miner avec ça. Donc en réalité, il faut forcément avoir un ASICS directement chez lui. Donc c'est déjà un minage qui finalement est spécialisé, puisque la machine ne peut faire que ça. Je veux dire, une carte graphique, on peut jouer à des jeux vidéo, on peut faire du rendu 3D, etc. En plus de miner du Bitcoin. Mais les ASICs, on ne peut faire que du minage de Bitcoin, c'est tout. Un ASICS n'est capable que de faire la fonction SHA-256 et la recherche dont on parlait tout à l'heure. Donc en réalité, miner du Bitcoin actuellement, c'est déjà spécialisé. Et puis l'objectif, c'est soit d'avoir un ticket de loto pour espérer gagner un bloc de Bitcoin et donc les 6,25 Bitcoin, soit stacker des sats, en ayant des sats qui sont purs, qui viennent de sortir, donc des sats non KYC. Il existe aussi les nerd miners, on est plusieurs à en avoir, des petits outils qui montent jusqu'à 80 kH par seconde, enfin c'est l'équivalent d'un CPU de l'époque, hein, donc c'est vraiment de la merde par rapport à un ASICS, mais c'est rigolo, c'est un ticket de l'auto toutes les 10 minutes. Et puis il y a un autre truc qui est aussi intéressant, c'est qu'actuellement, le minage chez les particuliers, c'est aussi dans l'objectif de se chauffer, avec le protégé Atakai de certaines personnes de DB, de Découvre Bitcoin, et puis c'est mon cas moi aussi de mon côté, ça fait plusieurs années que j'ai pas chauffé mon appart pendant un seul hiver, parce que justement j'ai les machines qui chauffent directement pour ça, et ça c'est quand même un point qui est positif. Les sats qui sont gagnés permettent de finalement payer une bonne partie, voire plus de l'électricité qui est dépensée. Et puis pour les particuliers, on pourrait dire tiens, je vais acheter une des meilleures machines, parce qu'en réalité, là la machine qui est à droite, c'est un S9, c'est vraiment une machine qui est pas bonne. Il y a quelques problèmes quand même. Prenons la meilleure machine utilisée par les fermes de minage, le S19K Pro. Cette machine, elle consomme l'équivalent d'un four 24/24, 7 jours sur 7, 2760 watts, watts par heure, c'est absolument dingue. Le hash rate, c'est 120 TH par seconde. C'est très important, hein. La meilleure est à 355 actuellement. Bon, le prix d'achat, 1700 d'occasion et 2529. C'est quand même un bon billet qu'il faut mettre au départ. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la profitabilité. Si on prend l'électricité actuellement, le meilleur tarif, hors professionnel et hors EDF, on est à 0,1185 centimes d'euros par wattheure. Donc en fait, on est à 11,85, donc on est à 11 centimes, pour simplifier, 11 ou 12 centimes d'euros par kilowattheure en France. Là, actuellement, la profitabilité, si on prend ça en dollars, donc on est à 0,13 $ par kilowattheure, eh bien on observe qu'on gagne 3600 balles par an, mais on doit dépenser 3100 $ d'électricité, c'est énorme. Autrement dit, on a un profit que de 500 $. Le ROI, donc le retour sur investissement d'un S19K Pro avec ce tarif électrique, est de 42 mois. C'est une dinguerie, ça fait 2 ans. Donc du coup, pour les particuliers, c'est pas rentable de miner avec ça. Alors qu'avec une ferme de minage, pour le même ASICS, derrière les fermes de minage généralement sont à 3 centimes de kilowattheure,
Et ben derrière, vous voyez, sur les 3600 balles qui sont gagnées par an, l'électricité, ce n'est que 700 balles. Ça veut dire qu'il y a un profit de 2900 $. C'est dingue. Le ROI, il est de 7 mois. Ça veut dire que si vous en achetez deux, les deux sont rentabilisés enfin, si vous en achetez un, votre ASICS, il est rentabilisé en 7 mois, en une demi-année. C'est dingue. Et donc derrière, c'est ce qui souligne justement l'importance absolument essentielle, et on va en parler dans quelques minutes, d'avoir un tarif en termes de kilowattheure qui va être faible. De la même manière, si on regarde le Antminer S21 Hydro, dernière machine la plus puissante, 335 TH par seconde. Sa consommation, c'est l'équivalent de 2 fours, hein, 5360 Wh, c'est totalement dingue. Avec le tarif en France, on est à 4000 balles gagnées par an, c'est super, hein, un ROI de 24 mois, parce qu'elle coûte quand même assez cher. Mais par contre, on a dépensé sur les 10 000 balles gagnées, 6 000 balles d'électricité, quoi. Enfin, voilà, quoi. Si on regarde maintenant aux États-Unis, où le tarif avec les fermes électriques, où on est à 3 centimes le kilowattheure, voilà, laisse tomber. Derrière, on gagne 10 000 balles, on a 1400 balles d'électricité, ça veut dire qu'on gagne 8700, 8600 par an. C'est absolument énorme, et derrière, le ROI tombe à 11 mois. Ça veut dire qu'en moins d'un an, cette machine est rentabilisée. Vous avez donc compris pourquoi, finalement, le minage est petit à petit devenu, non pas pour les particuliers, mais pour les professionnels, un véritable enjeu, parce qu'en réalité, en l'espace d'un an, on peut rentabiliser une ferme de minage, quasiment, entièrement, ne serait-ce que du point de vue des machines. Alors du coup, pour les particuliers, toujours, ça pose des problèmes, on parlera des professionnels après, mais déjà le coût des machines, enfin c'est quand même plusieurs milliers d'euros qu'il faut mettre. L'aspect technique et hardware, alors John, tu t'es lancé dans le minage, donc tu t'en es bien rendu compte, c'est pas hyper compliqué une fois que tu sais comment faire, mais au départ, faut s'y intéresser, faut chercher la bonne pool, faut voir comment on fait, faut installer l'OS, faut regarder les overclocks, etc. etc. De la même manière, il faut avoir une puissance électrique suffisante. Enfin, 5360 Wh, si vous mettez ça sur une prise dans votre bureau, derrière, votre prise elle explose et puis votre appart il prend feu. Hein. Ça, c'est les prises, des prises terre à certains endroits particuliers dans la maison, mais c'est tout. Il faut avoir du coup une puissance électrique qui va être suffisante, et puis je vais vous le montrer quand même. Mais hop, il y a ce point-là qui me semble essentiel. C'est que. Vous entendez le bruit ? C'est absolument dingue. Ce bruit-là, c'est quoi ? C'est le bruit d'ASICS. Donc c'est un truc de taré. Il y a le bruit qui est à prendre en compte pour un particulier. Vous pouvez pas voir ça dans votre appart, sinon vous dormez plus. Pareil, les maintenances, les réparations. Pour un ASICS, c'est extrêmement compliqué de faire ça soi-même. La poussière, mais encore ce week-end, je venais à nettoyer des ventilateurs que j'avais. Enfin, laissez tomber. C'est une dinguerie, ça. Il faut avoir des filtres spécifiques. Enfin, maintenant, c'est beaucoup plus poussé. Et finalement, en fait, en réalité, un particulier n'est plus compétitif parce qu'il faut beaucoup d'argent pour mettre ça là-dedans et être compétitif. Il faut avoir du matériel qu'on puisse acheter parce que tous les matériels n'est pas forcément disponible. Il faut avoir un tarif électrique qui est bien, bien inférieur aux tarifs qu'on peut avoir de manière générale. Donc, il faut avoir des partenariats ou être professionnel. Et donc, ça, c'est quand même un problème. Et ce que je trouve très intéressant, c'est maintenant de regarder un petit peu ce que Satoshi disait de manière générale déjà 4 jours après la création la publication du white paper sur la crypto mailing list, où il disait, je trouve ça ouf, le 3 novembre 2008, Satoshi venait à dire, alors je ne vais pas traduire mot à mot, je vais donner une explication, qu'au départ, la plupart des utilisateurs vont posséder et faire tourner un nœud, donc il appelle ça un network node, donc je vais juste dire un nœud, mais au fur et à mesure que le réseau va commencer à grandir et à atteindre un certain niveau, et bien en fait ce sera de plus en plus un minage qui sera spécialisé avec des fermes de serveurs, donc des fermes spécifiques, des fermes de minage, avec du matériel spécifique, donc en l'occurrence les ASICS. Et donc du coup une ferme de minage, en fait elle pourra avoir juste un seul nœud, qui sera le sien, qui sera connecté au réseau. Et en fait, toutes ces machines vont juste se connecter à son propre nœud, donc au nœud de cette ferme, de telle manière à ce qu'ensuite il puisse lui transmettre les informations, donc par délégation. Donc c'est très intéressant parce que déjà en 2008, 4 jours après la création du white paper et de la publication du white paper de Bitcoin, Satoshi Nakamoto le disait déjà, en réalité, il le savait que ça allait arriver comme ça. Et donc maintenant c'est quoi ? Le minage c'est devenu professionnel. Extrêmement professionnalisé. On a Bitfarms à gauche ici avec, vous voyez, c'est des racks avec une quantité énorme d'ASICS. On a ici en Norvège, Finlande,
D'ailleurs, il n'y a pas à s'intéresser à la climatisation parce que là-bas il y fait bien froid, donc les machines sont bien refroidies. Foundry USA avec l'image qui est en grand à gauche, la plus grande ferme de minage dans le monde avec 30, un tiers à peu près du hash rate. Puis on a même Antminer, enfin qui est quand même le plus gros, enfin Bitmain, qui est quand même le plus gros vendeur d'ASICs dans le monde, la société la plus connue, qui fait même des containers déjà prêts. Vous achetez ce truc-là 70 000, donc il n'y a pas les ASICs dedans, et dedans vous pouvez en foutre 210 000. Puis après vous prenez votre machin et vous le mettez là où vous avez une source d'énergie, vous pouvez bouger à gauche à droite. Enfin, c'est un truc de dingue. On est arrivé à un point où en fait on est professionnalisé à l'extrême, et c'est extrêmement impressionnant quand on s'y intéresse en détail. Seul problème, c'est que qui dit professionnalisation, dit derrière aussi avoir plus d'argent, qui dit centralisation de l'argent et donc centralisation du hash rate. Et si on le regarde sur Mining Pool Stats, on se rend compte qu'il y a 5 pools véritablement qui sortent du lot et qui sont bien au-dessus des autres, dont Foundry USA, Antpool et F2Pool. Et si on regarde d'ailleurs sur les 1000 derniers blocs ou sur un an, eh bien on se rend compte que sur les 1000 derniers blocs, eh bien on a Foundry Digital, Antpool, F2Pool, qui derrière tiennent 66% du hash rate, donc 2 tiers du hash rate au niveau global. C'est dingue. Et c'est un véritable problème parce que sur un an, on peut même aller plus loin. Sur les 5 premières pools avec VIA BTC et Binance, ils tiennent 80% du hash rate du réseau. Pourquoi c'est un problème? Parce que derrière, ça peut impliquer beaucoup plus de facilité à réaliser une attaque à 51%, qui serait véritablement une attaque sur Bitcoin. Et donc ça, c'est le plus gros problème de la professionnalisation du minage, ce qui fait que de plus en plus de mineurs, et tant mieux, et il faut continuer absolument là-dessus, qui ne sont pas des grosses fermes de minage comme ça, mais décident non pas de passer par des pools ou par des fermes de minage de ce type-là, mais décident de miner eux à leur propre compte. Alors, pour terminer ma présentation, on pourrait se demander à quoi les fermes de minage vont faire attention, nous en tant que particuliers, histoire d'avoir un petit peu l'idée. Alors désormais, elles font gaffe déjà, première chose, forcément, au coût de l'électricité. C'est-à-dire que si on est à 0,03 kWh, donc j'aurais dû mettre dollars par kWh, je vais rajouter, et bien ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'en fait, en réalité, on a un prix d'arrêt, donc ça veut dire que pour que la machine, on arrête de la faire tourner, eh bien on observe que le prix d'arrêt est compris entre 10 000 et 12 000, allez, presque 13 000 dollars. Ça veut dire que concrètement, c'est pour ça que beaucoup de personnes disaient que lors du précédent bear market, là en 2022, 2021, 2020, 2022, 2023 plutôt, eh bien, en l'occurrence, on aurait eu potentiellement un bottom à 10 000, 11 000. Parce qu'en réalité, il y a aussi ce point-là à prendre en compte. Si on atteint le prix d'arrêt, en fait, les fermes de minage, pour beaucoup d'entre elles, elles arrêtent. Sinon, elles minent à perte. Et donc ça, c'est véritablement un problème. Alors, on a le S19 XP Hydro qui sort du lot pour certaines raisons dont on va pas parler, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très important. Pareil, si on se met maintenant à 0,07 dollars par kilowattheure, enfin derrière, le prix d'arrêt, il est compris entre 19 000 et 25 000 dollars. Donc, ce qui fait pour beaucoup dire qu'en réalité, on descendra plus en dessous avant très longtemps. Et d'ailleurs, qu'au prochain bull run, on va avoir une explosion très conséquente des prix des ASICs. John, tu pourras en parler si tu veux avec les personnes intéressées. Enfin, c'est très. Enfin, il en parlera lors du meetup, c'est très important. Et derrière, il y a d'autres points aussi dont les fermes de minage font attention. La deuxième chose, c'est la puissance électrique qui est disponible sur le site, donc forcément, c'est associé au coût de l'électricité. Mais est-ce qu'il faut construire des générateurs? Est-ce qu'il y a une centrale électrique qui est disponible pas très loin, une centrale nucléaire? Est-ce qu'il y a la possibilité de réaliser du torchage? Lors de la présentation Bitcoin Hill, on va avoir François qui va, lui, de son côté, faire une présentation sur l'écologie. En plus de ça, on va avoir également la sélection des machines, enfin comment est-ce qu'on les choisit par rapport à leur efficience, c'est-à-dire en fait à la consommation électrique qu'elles vont avoir par rapport au taux de calcul. Quand on achète 3 machines, forcément on a le prix de base, mais si on en achète 1000, 10 000, peut-être pas 10 000, mais si on en achète 1000 ou 3000, on a des prix en gros, et je vous assure que par rapport à des brokers chinois, j'ai déjà fait l'expérience, les prix on peut quand même très simplement diminuer quand on achète en grosse quantité. Et puis pareil, on a aussi un plan d'investissement qui va dépendre de plein de choses en tant que ferme de minage. On va regarder le retour sur investissement, on va regarder l'achat du matériel, ce qu'on achète, à quel prix on va acheter tout ça par rapport aux machines, etc. On va essayer de prédire le prix du Bitcoin.
bah tiens, si le Bitcoin il monte à 69 000 dollars, tiens, si Bitcoin il monte à 100 000, si mon Bitcoin il monte à 200 000, il y a une prise de risque par rapport à ça, et puis au contraire, si Bitcoin redescend à 20 000, bah du coup, comment on fait? Est-ce qu'on est OK? Comment on gère notre trésorerie? Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Quelle quantité on vend? Est-ce qu'on vend au jour le jour? Est-ce qu'on garde le Bitcoin en attendant une augmentation du prix, et derrière on peut se mettre en difficulté comme ça s'est passé lors du bear market? Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment importantes à avoir en tête. Pareil au niveau du halving, enfin, si vous voulez vous lancer pour du minage maintenant, c'est totalement con au niveau de vos projections de regarder avec 6,25 Bitcoin. Maintenant, il faut regarder par rapport au prochain halving, parce que le temps de recevoir la machine, de la brancher, on sera déjà en avril-mai, donc on aura déjà eu le halving qui sera passé. Et pareil, il y a aussi des études scientifiques qui peuvent être menées et qui sont menées sur l'évolution des frais de transaction qui augmentent de plus en plus avec l'utilisation du réseau de manière générale et qui finalement vont venir à, même dans certaines situations, dépasser les rewards du halving. Et donc ça, c'est véritablement un plan d'investissement à avoir lors de la construction du projet. Et la dernière chose, c'est évidemment la température, parce que bah, si on mine dans un pays où il fait chaud, et ben on se retrouve à devoir avoir des gros climatiseurs, voire même à avoir les machines qui doivent être water-coolées, donc c'est problématique, donc des machines hydro, parce qui sont parfois plus chères. En parallèle, on va avoir un renouvellement du parc qui va devoir être réfléchi, de telle manière à rester compétitif par rapport aux autres fermes de minage et à la quantité d'énergie qu'on a à disposition. Et puis également faire en sorte d'avoir des contrats qui vont être réalisés, et je pense que François, lors du meet-up Bitcoin Lille de janvier, en parlera, mais des contrats avec les fournisseurs d'électricité qui permettent de faire en sorte que la grille énergétique va venir en fait à évoluer en fonction des besoins. Je m'explique. Dans le cas où, par exemple au Texas, on a le fournisseur d'électricité qui fournit beaucoup d'électricité pour une ferme de minage, il peut lui dire, bah tiens, moi là j'ai un pic d'électricité, un pic de demande, j'aimerais bien que tu fermes tout, que donc tu shutdown toutes tes machines, et puis à ce moment-là, s'il y a un contrat, bah, automatiquement ça se fait en l'espace de quelques secondes, l'électricité du coup peut être redispatchée par le fournisseur d'électricité, et puis lui en parallèle, de son côté, il va reverser un chèque à la ferme de minage, qui derrière est rentabilisé par rapport à l'électricité qu'elle aurait payée, et ça permet de gérer la grille énergétique. Enfin, on se rend compte qu'on est vraiment sur une professionnalisation à l'extrême et qui est extrêmement poussée, c'est très très positif, et je terminerai là-dessus en disant que finalement maintenant les fermes de minage, bah, elles font plus attention à l'aspect technique hardware parce qu'il y a des personnes qui s'y connaissent et qui bossent là-dedans. Le bruit, elles en ont rien à taper. Les maintenances, les réparations et la poussière, il y a des filtres faits pour, les installations sont préparées, les réparations et les maintenances se font régulièrement. Donc vraiment tout ce point de vue-là est totalement professionnalisé. Et puis, si on regarde un petit peu au niveau mondial, parce que c'est quand même rigolo, alors j'ai essayé d'agrandir un maximum cette carte pour que tout le monde puisse voir ce qu'il en est, mais en réalité, on observe qu'en France, la France elle est où? La France elle est ici, on observe qu'en France, on a un prix de Bitcoin, je crois qu'elle date il y a peut-être 2 ans, à 27 000 dollars. Si on regarde maintenant dans des pays ici comme on est ici la Libye à 25 000, si on regarde ici l'Algérie à 4 000, alors le problème avec ces deux valeurs-là, c'est qu'il y a beaucoup de moments où en fait l'électricité n'est pas disponible, où il y a des coupures d'électricité, voire même c'est interdit, donc en réalité ces prix-là sont pas vraiment à prendre en compte. En Éthiopie ou dans certains pays d'Afrique centrale, on est à 7 000, enfin vous voyez pourquoi est-ce que Sébastien Couspillou est parti là-bas. Si on regarde aux US, on est à 21 000 dollars, prix très important. Parce que derrière, il y a quand même une très grosse pourcentage, enfin, un très gros pourcentage du hash rate qui se situe aux US. En Russie, on est à 16 000, en Chine, on est à 25 000, en Australie, 40 000. La France, j'ai dit que c'était 27 000, et bien du coup, en Angleterre, on est quasiment le double. Il est où, l'Angleterre? Irlande, on est à 37 000, et puis, hop, non, je l'ai passé. Espagne, c'est la même chose. Enfin, c'est quand même assez dingue de se rendre compte à quel point en fonction des pays dans le monde, on a en fait un coût de revient de l'électricité qui est important. Et puis il y a aussi une chose à prendre en compte. Et je vais finir là-dessus. Regardez le Venezuela. Le Venezuela ici, il est en bleu parce que le prix pour un bitcoin est de 246 000 dollars. Et pourquoi? Parce que l'électricité n'est pas très développée, le prix est extrêmement cher. Donc en réalité, on a vraiment une initiative, une volonté pour les fermes de minage à aller chercher le prix le plus bas. Pour cela, elles vont chercher les endroits où il y a l'électricité qui est perdue. Et ça, là-dessus, lors du meet-up de ce mois-ci, eh bien François prendra le temps de pouvoir discuter un petit peu de l'aspect écologique du minage. Et moi, de mon côté, j'en posterai une vidéo et une présentation dans quelques semaines ou dans quelques mois, qui sera bien plus complète là-dessus, puisque je pense que c'est un sujet très intéressant. Voilà.
Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. La progression pour 2023-2024, c'était celle-là. Donc la prochaine vidéo, ce sera monter un nœud Bitcoin et Lightning. La présentation d'aujourd'hui, de janvier, qu'est-ce que le minage, était la plus longue des présentations. Et toutes les autres seront beaucoup plus courtes et rapides. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, vous avez toutes les sources, donc comme d'habitude, faites vos propres recherches. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire si vous avez des questions ou des remarques à faire par rapport à ma présentation. Et puis, pareil, à vous abonner au Substack si vous voulez bien, histoire de faire grandir un petit peu tout ça et que ça puisse me montrer que finalement, il y a des personnes qui sont intéressées par rapport à mes présentations et mes travaux. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!